Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamed Nour Sall qui a le plaisir de vous retrouver et d'échanger avec vous concernant les problèmes qui ne cessent d'assaillir notre malheureux pays. Les Sénégalais semblent avoir constaté que même nos universités ne fonctionnent plus. Des étudiants qui font cours, j'en connais des étudiants qui ne font cours que 2 heures par semaine. 2 heures de temps par semaine. Vous vous rendez compte, ça c'est quel type d'université, c'est quel type d'enseignement? On va à l'université pour n'apprendre que 2 heures, que faire 2 heures de cours par semaine. C'est terrible cela. C'est terrible la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement. On dirait que les universités sont laissées à elles-mêmes. Il n'y a pas. Cela dit, on ne peut pas aller inaugurer des chevaux, de statues de bronze, là, de chevaux, de statues, je ne sais plus quoi, d'un cheval là. Alors que le Thiès connaît que des problèmes à n'en pas finir, des routes crevées, des routes qui sont partout cassées. Toutes les routes de Thiès là, dans beaucoup d'artères là, c'est du n'importe quoi. Ces routes sont complètement partout crevassées. C'est des creux qui sont partout. Les véhicules passent difficilement. Et ensuite, l'eau manque terriblement dans cette ville de Thiès. Et le maire de Thiès n'a que le seul réflexe qu'il a, c'est de mettre un cheval, une statue d'un cheval là. Mais c'est du n'importe quoi. On se demande si ces gens-là pensent vraiment au Sénégal, au Thiessois, dépenser des dizaines de millions là-bas pour des futilités pareilles. J'avais fait ici une vidéo sur mon site concernant les crimes de lèse priorité de Macky Sall. On dirait que les gens là continuent dans la même. Quand on continue goulûment l'œuvre de Macky Sall en faisant des lèses priorité. On n'a pas d'eau à Thiès, il y a beaucoup de quartiers à Thiès. La plupart des quartiers à Thiès n'ont plus accès à l'eau. Ils ont l'eau que peut-être 3 heures par jour, la nuit. Je dirais même 2-3 heures par nuit. Bref. Cela dit, ce qui nous préoccupe, c'est plutôt l'actualité géopolitique internationale, avec ce pléonasme que je me plaide faire régulièrement. Cette semaine-ci, c'est la Syrie, c'est le régime de Bachar al-Assad en Syrie qui est tombé, comme un château de cartes. Les États-Unis, le professeur Noam Chomsky disait des États-Unis et d'Israël, c'est les 2 rock states, c'est-à-dire les 2 États parias du monde. Il parlait des États-Unis et d'Israël, ce sont les 2 États parias. Les États-Unis ayant perdu le conflit économique, la guerre économique avec les BRICS, la Chine les dépasse loin déjà, parce que la Chine est l'atelier du monde. Ayant perdu aussi l'avantage militaire qu'ils avaient, parce qu'ils sont en train de se faire humilier en Ukraine. L'OTAN, je parle de l'OTAN, dont les États-Unis se sont fait humilier en Ukraine. Ils ont tout envoyé comme argent, comme armes, toute leur armada. Malgré tout, les Russes avancent comme c'est pas possible. Pakrovsk, la ville de Pakrovsk, là, qui est un gorgien de la logistique ukrainienne, est en train de tomber. Va tomber entre les mains des Russes d'ici 2, 3, 4 jours. Et c'est une défaite monumentale, cuisante de l'OTAN. Parce que c'est l'OTAN qui menait la guerre. Contre la Russie, ce n'est pas Zelensky, ils se sont servis de Zelensky pour attaquer la Russie. Mais ils se sont fait humilier. Les États-Unis ont été dépassés en côté technologique. Ce que les Russes conçoivent maintenant comme armes et comme armada, même des drones qui sont démineurs, des drones qui déminent. Tout le matériel que l'OTAN a envoyé en Occident, en Ukraine plutôt, a été détruit pratiquement par les Russes. Là, les médias occidentaux, les médias mainstream occidentaux là, n'ont plus rien à raconter. Au moins, sinon que des mensonges. Ils racontaient des mensonges en disant que oui,
La Russie n'a même pas les moyens de fabriquer des armes, ils n'ont même pas de pièces, ils vont prendre même des pièces, des semi-conducteurs, de machines à laver pour pouvoir faire des armes. Vous verrez que bientôt la Russie n'aura plus d'armes et ce sera la fin de la guerre. Bon, je n'ai pas besoin de commenter sur ce qui se passe actuellement. C'est l'Ukraine qui a envie de demander un nombre insolent d'armes afin de pouvoir tenir. Et là, l'Ukraine ne tient plus. Ce qui s'est passé actuellement au niveau de la planète mondiale, au niveau même des États, les États-Unis se sont fait dépasser par les BRICS au niveau économique, se sont fait dépasser par les BRICS au niveau militaire. Les Russes les dépassent de loin, ils n'ont même plus d'infanterie pour combattre. Le seul atout qu'ils ont et que les Russes et les Chinois n'ont pas, c'est le terrorisme. Ils se servent du terrorisme. Envahir la Syrie, en appuyant des terroristes, les HTS, dont le Hayat Tahrir al-Sham, dont le chef, la Jolani, il y avait même une prime qui pesait sur la tête de Jolani de 2 millions de dollars, je crois, si je me trompe, que les États-Unis offraient à tout individu qui leur fournirait des renseignements menant à la capture de Jolani. Les Américains, ce qu'on a constaté, c'est que Jolani a été interviewé par CNN. Une dame de CNN qui l'a interviewé. Il était en t-shirt comme le t-shirt que porte Zelensky. Là. Et ils ont dit que Jolani a changé. Vous voyez qu'il a changé. Il y a même Larry Johnson qui dit que oui, il n'a pas. Effectivement, il a changé, il n'a pas violé la dame qu'il interviewe. Il l'interviewe à CNN pour montrer qu'il a changé. Même quand Biden faisait une conférence de presse pour jubiler à la suite de la chute de Bashar al-Assad, il y a un journaliste qui lui a posé une question calme. Et concernant la prime là, sur Jolani, il avait oublié qu'il y avait une prime sur Jolani. Et quand Max Miller faisait une conférence de presse là pour parler de la Syrie, quand il y a un journaliste, je crois que c'était un journaliste, qui lui a posé, enfin je crois, c'était un journaliste plutôt qu'un journaliste, qui lui posait la question concernant. Il a dit que oui, concernant Bashar al-Assad, il disait que oui, nous voulons bien qu'il soit à l'ICC. Vous savez, nous supportons l'ICC, l'International Criminal Court, la Cour pénale internationale, pour que juge Bashar al-Assad. Oui, nous avions un différend concernant le cas israélien, et des journalistes se sont mis à se marrer. Et Max Miller leur demandait de conserver le silence de grâce, parce qu'il est en train de répondre à la question qui ne l'interrompt pas. Ouais. Et qui ont insulté l'ICC, ont demandé voter pour prendre des sanctions contre l'ICC, le cas Cour pénale internationale, et maintenant qui disent que oui, ils soutiennent l'ICC lorsqu'ils convoquera Bashar al-Assad. Vous vous rendez compte? Voilà la politique de 2 poids 2 mesures qui a toujours existé au niveau des Occidentaux. Lors des élections en Roumanie, lorsque quelqu'un qui est contre l'OTAN est passé premier au premier tour, ils ont annulé les élections. Pour dire que ces élections-là ne sont pas libres, il y avait des feux. Celui-là n'était même pas au pouvoir, hein, c'était même pas lui qui organisait les élections. Mais les Occidentaux, lorsqu'une élection est organisée et que c'est leur camp qui gagne, ok, elles sont démocratiques, elles sont transparentes. Lorsque c'est d'autres maintenant qui gagnent, non, ces élections n'ont pas été transparentes. Voilà comment raisonnent les Occidentaux. C'est toujours des puissances coloniales qui n'ont pas changé. Pour eux, il est question de sucer le monde, de sucer la planète Terre. Voilà l'Occident. Quand on nous parle de la France, de l'Europe, écoutez, basta. Tout ce qu'ils ont fait depuis doit avoir servi pour écarquiller les yeux des gens, pour que les gens des peuples du Sud là ne se fassent pas d'illusions concernant ces derniers. Même New York Times a fait, c'est dans une révélation concernant comment la CIC, là, comme ils appellent, la Caisse internationale de crédit française là, a pillé Haïti après son indépendance. C'est dans le New York Times, je crois, l'édition d'hier. Et comment aussi la Citibank des Américaines aussi a pillé Haïti. Comment donc ils ont empêché à Haïti de se développer. Comment toute la misère d'Haïti et le coup d'État qu'ils ont fait contre Jean-Pierre Bemba. Voilà comment sont les Occidentaux. Voilà comment ils ont toujours agi.
Voilà comment ils ont agi contre l'Allende. Il est temps que les gens que les gens ouvrent leurs yeux un petit moment et sachent que l'école, puissance coloniale, ce sont des puissances coloniales, ce sont toujours les mêmes. Elles ne vont pas changer. Leur logique, leur stratégie est toujours la même. Piller les pays du Sud, leur débarrasser, voler toutes leurs matières premières. Et puis basta. Maintenant, si nous ne voulons pas comprendre, c'est notre affaire. Mais il faut qu'on comprenne maintenant, parce qu'il est temps de comprendre. Ils se servent des terroristes maintenant. Ces terroristes qu'ils condamnaient hier, l'État islamique, Al-Nusra, Al-Qaïda, maintenant c'est eux qu'ils ont financés. En passant par la Turquie. Ils les ont armés avec des armes qu'ils ont prises en Libye. Pour envoyer ça aux Turcs, qui ont donné ça au HTS. Vous vous rendez compte? Ils arment des terroristes qui sont sur leur liste, qui figurent sur leur liste de gens d'organisations terroristes. Et actuellement, ils sont en train de les laver, là, de les présenter, les rendre présentables en disant que non, ils ont changé. Et les Turcs qui font usage de duplicité vis-à-vis des BRICS, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose de la part des BRICS, là, des Chinois, des Russes, là, ils sont amènent vis-à-vis de ces derniers. Maintenant, ils ont cédé aux Israéliens. Les Turcs n'ont jamais voulu attaquer Israël. Même le pétrole qui passe par chez eux là, qui vient d'Azerbaïdjan pour alimenter les Israéliens. Ils n'ont jamais voulu faire ça. Malgré la demande pressante de la population. Non, ils ont rompu les relations diplomatiques avec Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec les Israéliens, c'est le Mossad israélien et un petit, je crois que c'est un petit aïe qui s'appelle les services de renseignement, d'intelligence turque, l'équivalent de la CIA. Ils se sont rencontrés, ils ont décidé du jour où ils vont lancer les gars, là, les HTS là, sur la Syrie. Et maintenant les Israéliens ont fait presque 400 sorties pour bombarder les infrastructures militaires de l'armée syrienne, de la Syrie. Là où il y avait des munitions, des installations d'intelligence et autres. Ils ont tout détruit. Ils ont occupé une bonne part de Golan. Les Nations Unies même se sont plaints. Rien à faire. Parce que attention, les Américains, s'ils sont avec ces individus-là, ces individus, c'est des gars sains. Et les Israéliens sont en train de détruire la Syrie, de bombarder. Ah non, ces gens-là. Alors que le pouvoir de Bachar al-Assad a été déjà renversé depuis longtemps. Les Américains s'en foutent. La Syrie va être toute main. Colin Powell avait dit à un moment à George Bush, je crois, fils, je crois, il avait dit, écoutez, you broke it, you buy it. C'est-à-dire, si tu détruis ce pays-là, c'est à toi d'être là-bas pour tenter de gérer ce que tu as détruit, parce que ce sera terrible pour contrôler ce pays. C'est à toi de rester là-bas pour contrôler ce pays, pour essayer de rendre ce pays-là. Si tu détruis ce pays, c'est toi qui dois le reconstruire. Autrement dit, tu vas perdre beaucoup de militaires. Il y aura des insurrections. La Syrie va vers ce chemin. La Syrie, c'est une nouvelle Libye. Ça va aller dans cette direction-là. Il y a beaucoup de groupes qui ne s'entendent pas, qui vont se faire la guerre là-bas. Les chrétiens, les alaouites, chiites, là, risquent de se faire massacrer. Les Kurdes qui sont là-bas, qui étaient protégés par les Américains, qui ont été oubliés par ces Américains, qui sont actuellement bombardés par les Turcs. Et ils parlent de oui, la Russie et la Syrie, là, c'est une défaite pour eux. Puisque vous ne pouvez pas les faire échouer en Ukraine, là, vous allez parler d'une défaite en Syrie. La Syrie, ce n'est pas la Russie. La Syrie est loin de la Russie, n'a même pas de frontière avec la Russie. Elle n'a même pas de frontière non plus avec l'Iran. Pourquoi dire que oui, c'est une défaite de l'Iran? En quoi c'est une défaite de l'Iran? L'Iran était là-bas pour aider le régime de Bachar al-Assad, de même que les Syriens, de même que les Russes, ils étaient là-bas pour aider le régime de Bachar al-Assad. Mais la Syrie, ce n'est pas l'Iran, la Syrie, ce n'est pas la Russie. C'est eux qui vont voir les conséquences, ce sont les Américains qui vont voir, qui vont les sentir. Et les Turcs, ces Turcs-là, dont l'inflation annuelle est de 48%, 48% d'inflation annuelle. Donc des gens qui n'ont même pas les moyens donc, de soutenir une guerre, qui vont être obligés maintenant de jouer à la police au niveau de la Syrie. Et ça va, c'est énormément de dépenses que ça va nécessiter. Et on verra. La presse occidentale ment là pour dire qu'il y a des gens qui font la queue. Il y a un journaliste qui a servi pendant longtemps, aussi bien au Liban qu'américain, je crois, anglais plutôt, qui a dit qu'il était à la frontière entre le Liban
Et la Syrie, il n'a pas vu de police, ni de militaires, de policiers, ni de militaires, du côté de la Syrie. C'est du côté de Liban qu'il y en avait. Et ce que les gens racontent en disant que les gens font la queue pour aller en Syrie, c'est des histoires. Il n'a rien vu de tout cela, en tout cas du côté du Liban. On verra d'ici quelques temps ce qui se passera. De toute façon, les Occidentaux, ça c'est les symptômes, comme disait un économiste américain, là, deux économistes américains, Richard Wolff et Magalson, c'est les symptômes d'un État en décadence. Les États-Unis sont en décadence. Et une décadence interne, on n'oublie pas. Il y a même pas, ça l'a même pas fait, ça fait à peine une semaine. Un Américain qui a construit son arme et qui a tué un CEO, le directeur d'une entreprise d'assurance américaine. Et dans sa lettre, là, semble-t-il, ses motifs, c'est que ces gens-là, les assureurs sont là, ils prennent l'argent des Américains, mais quand les Américains tombent malades et qu'ils veulent se traiter, c'est difficile à croire la manière pour avoir de l'argent, pour trouver de l'argent pour aller payer leurs frais. Et après cela, les débats, c'était des millions d'Américains qui étaient dans les débats dans les réseaux sociaux. Ils ne parlaient pas de la famille de la victime. Pour la première fois. Pour la première fois, ces Américains parlaient de oui, c'est dur, la vie est devenue dure aux États-Unis. Pour un traitement médical, c'est difficile. Pour avoir une maison, c'est 25% de tes revenus qui sont pris comme mortgage, autrement dit comme hypothèque. Donc, les Américains, ils étaient intéressés plutôt par ça. En quelque sorte, ils donnaient indirectement raison à celui qui a tué, à l'assassin, qui a tué un CEO d'une entreprise d'assurance. Et ils disent que ça fait partie des symptômes d'un État qui est en décrépitude. Les États-Unis, c'est un État en décrépitude. Ils ne peuvent rien faire. Économiquement parlant, ils ne peuvent plus rien faire. C'est le chômage qui est là-bas massivement. C'est l'inflation. Ni Trump, ni Biden, ni peuvent quoi que ce soit. Parce qu'ils vont avoir tous la même politique. Trump, sa politique, c'est d'enrichir davantage les riches. Et donc d'appauvrir davantage les pauvres. Comme disait Karl Marx dans son accumulation primitive, il disait que le capitalisme devient une entrave pour le mode de production qui a grandi et prospéré avec lui et sous ses auspices. Quand le capitalisme continue sans raison, ça devient une entrave. Ça bloque donc le mode de production qui a grandi et prospéré avec lui et sous ses auspices. C'est ce que le Karl Marx disait dans le Capital. Et voilà, là on est. L'Occident est en décrépitude, les États-Unis en décrépitude, la France, n'en parlons pas. C'est le chaos qu'il y a là-bas. L'Allemagne, vous avez vu, il y a des élections qui vont venir en février. C'est la catastrophe là-bas. L'Angleterre, n'en parlons pas, c'est un tiers-monde européen. Et nous autres Africains là, nous autres pays du Sud là, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. La solution, c'est d'aller entrer dans des coopérations sérieuses avec les Russes, les Chinois, etc. Parce que nous avons besoin de quoi? Dans nos pays qui n'ont aucun truc de développement, là, dans nos pays qui vivent encore à l'Antiquité, qui appartiennent à l'Antiquité, c'est d'investissement, on a besoin d'investissement, d'entreprises. Que ces gens viennent, s'ils peuvent, les Russes veulent ouvrir une entreprise, Kamaz, je crois, qui construit des camions solides. C'est eux qui construisent des camions, des blindés qui sont pour l'armée russe. Des camions, ils construisent des bus aussi électriques, ils construisent. Tous ces genres de choses, des bus électriques, et on a besoin de bus électriques, n'importe quoi. Ils doivent ouvrir, on doit tout faire pour que ces Russes-là ouvrent. Ce sera non seulement de la main-d'œuvre, mais ce sera aussi de la technologie qu'on va s'approprier au fur et à mesure. On va demander aussi aux Chinois de venir ouvrir ici des trucs sur les chemins de fer. On va faire revivre les chemins de fer. En s'appuyant bien entendu sur l'aide de ces gens-là, les investissements. On n'a pas besoin de prêts. De prêts pour aller payer des dettes. Non, eux, ils font des investissements qui vont rapporter des investissements sur les infrastructures. C'est de cela qu'on a besoin. Les Russes n'ont qu'à ouvrir leur entreprise là. On n'a qu'à laisser les Russes ouvrir leur entreprise là, de camions, Kamaz là, pour qu'on bénéficie, qu'on puisse avoir des camions. C'est 53 000 véhicules qui sont programmés par an, dans un premier temps. Et ils construisent des bus électriques. On a besoin de ces bus électriques comme on a le BRT. Et aussi, on peut développer ça aussi dans les régions. On a besoin de ça. On a besoin de camions. On a besoin de tout cela. Et c'est moins cher ensuite. C'est en même temps une opportunité pour nos étudiants là, de mécanique et autres, d'être là-bas. Une fois qu'ils auront leur diplôme. On a besoin aussi de que les Chinois viennent ici. On a besoin aussi d'investissements sur les infrastructures. Qu'on ouvre des usines. Qu'on investisse dans l'agriculture, bon Dieu.
Il ne faut pas se faire des illusions. Les Occidentaux, la France, si elle pouvait développer le Sénégal là, depuis 1960, la France gère le Sénégal. Elle n'a rien pu faire ici. Au contraire, on n'est pas parti d'un pays qui avait une économie beaucoup plus supérieure à celle qu'elle a aujourd'hui, à la catastrophe qu'est le Sénégal actuellement. Il ne faut pas se faire d'illusions avec la France, ni d'illusions avec les Européens, ni d'illusions avec les Occidentaux. La réalité, elle est avec ces pays qui sont comme la Chine, comme la Russie. La Russie aussi, c'est une formation technologique terrible. Ils ont énormément d'écoles d'ingénieurs qu'ils peuvent financer, qu'ils peuvent ouvrir. Ils peuvent nous former énormément d'ingénieurs, de techniciens, d'ingénieurs ici, dans notre pays. Ils peuvent nous ouvrir des laboratoires, énormément de choses. Et bon Dieu, pourquoi perdre son temps avec des gens qui nous ont fait perdre 64 ans, les Français? Les chers Sénégalais, du Sénégal comme de la diaspora, revenons sur terre et sachons que cette terre-là se tourne vers là où le soleil se lève et coopérons avec ces pays où le soleil se lève.